Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi, c'est Charlie Djendé, je suis immigrante canadienne d'origine camerounaise. J'ai immigré au Canada il y a de cela maintenant 11 ans puisque nous sommes en 2024. Et je profite de cette nouvelle année pour vous souhaiter santé, bonheur et prospérité dans vos différentes entreprises. Voilà la nouvelle année qui arrive. C'est une année pleine de grâce, une année que nous devons prendre d'arrache-pied. Il ne faut pas attendre la dernière minute avant de faire les choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration parce que la chaîne parle d'immigration. Nous allons continuer tranquillement avec nos vidéos et je vais entrer également tranquillement dans cette nouvelle année parce que je vais d'abord commencer par répondre à quelques questions qui m'ont été posées et je suis sûre que ces questions vont certainement aider la masse. C'est la raison pour laquelle je commence par répondre à ces questions-là. Si votre question ne figure pas dans cette vidéo, laissez-la moi en commentaire parce que je compte comme ça dans l'avenir faire d'autres vidéos pour répondre de plus en plus à vos besoins, pour répondre de plus en plus à vos questions, surtout des questions d'ordre général qui peuvent aider les autres. D'accord? Donc, sur la chaîne, on parle d'immigration, on parle de développement personnel parce que le projet d'immigration, c'est un projet qui demande d'avoir un mental fort. Quand on le commence, on ne sait jamais à quel moment cela va aboutir, quelle que soit la catégorie d'immigration que nous prenons. D'accord? Donc, il faut avoir un mental solide. On parle de développement personnel, on parle de business, parce qu'au Canada, pour ceux qui arrivent ici, il y a des facilités de faire le business. Et on parle aussi d'argent, le nerf de la guerre. Pourquoi l'argent? Parce que quand vous pensez immigrer, même si on vous dit que l'immigration ne coûte rien, c'est gratuit, c'est 0 francs, je vous assure que vous allez finir par sortir de l'argent de vos poches. Alors, il faut toujours être prêt financièrement quand vous décidez de voyager, quand vous décidez d'immigrer et surtout quand vous décidez d'entamer l'immigration au Canada. Alors, si cette thématique t'intéresse toi, tu es à la bonne place. Dépose tes valises, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi pour aider les autres membres de la communauté ou bien pour informer les autres membres de la communauté. Sur la chaîne, vous savez, je vous donne beaucoup des informations au sujet du Canada. Ce sont les réalités du Canada, ce que je vis moi-même, que j'essaye de vous transmettre, que j'essaye de vous redonner sous forme de conseils pour vous éviter de tomber dans les erreurs. Je vous parle aussi des offres d'emploi au Canada parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient arriver au Canada avec des offres d'emploi. Et je vous dis aussi de toujours vous informer sur le Canada. Parce que si vous laissez votre projet d'immigration entre les mains d'un représentant, entre les mains d'une tierce personne, à la fin de la journée, vous risquez d'être déçu. Donc, en 2024, vous devez avoir pour résolution de prendre en main votre projet d'immigration. Donc, de connaître suffisamment des informations sur le Canada, de connaître si vous êtes éligible déjà à voyager pour le Canada, de savoir quelles sont les catégories ou bien dans quelle catégorie vous qualifiez pour immigrer au Canada, savoir si vous avez les documents de voyage nécessaires tels que le passeport et autres, savoir si vous avez le travail, l'expérience professionnelle qui vous permet d'arriver au Canada et commencer à travailler. Pour ceux qui cherchent le travail, savoir si vous avez un CV canadien qui vous permet de postuler à une offre canadienne. D'accord? Donc, voilà un peu les perspectives que je trace comme ça pour vous, pour que votre année 2024 ne soit pas une année vaine. Elle doit être remplie et surtout, elle doit être productive pour vous et votre famille, pour vous et ceux qui vont vous accompagner dans votre processus d'immigration. OK?
Alors, vous savez également que sur la chaîne, il y a des formations que j'offre maintenant, que j'ai décidé d'offrir au grand public. Les formations sur le CV canadien, comment rédiger un bon CV canadien pour ceux qui recherchent les emplois. La formation sur la rédaction de la lettre de motivation. J'ai commencé la première édition au mois de décembre et je voudrais profiter ici comme ça pour remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont payé pour se former à la technique de rédaction d'un CV canadien. Oui, c'est toute une technique et tous ceux qui ont été formés en décembre, tous ceux qui ont fait partie de la première édition peuvent témoigner de la qualité de la formation. Parce que pendant cette formation-là, j'ai partagé les secrets de la rédaction, de la technique de rédaction du CV canadien. J'ai partagé les secrets de la technique de rédaction d'une lettre de motivation. Et j'ai montré comment facilement retrouver son code CNP, comment interpréter son code CNP et comment l'utiliser à notre avantage quand on veut rédiger la lettre de motivation ou bien quand on veut rédiger un CV canadien de façon professionnelle. Alors, tous ceux qui n'ont pas pu faire partie de l'édition, j'espère bien que vous allez vous rattraper. Ça dépend de vous, hein, parce que c'est vous qui savez ce que vous voulez. Si vous voulez arriver au Canada de la bonne manière, vous êtes pressé d'arriver au Canada, mais vous ne voulez pas faire ce qu'il faut. Il y a des formations qui vous permettent d'avancer rapidement. Et sans les connaissances au Canada, vraiment la vie devient compliquée. Parce que le Canada, c'est un pays développé. On ne développe pas simplement les infrastructures, mais on développe aussi les êtres humains. Donc, si vous n'avez pas la capacité de vous déployer comme il faut, rédiger vos textes comme il faut, aller en ligne, fouiller les informations, les lire, les comprendre comme il faut, malheureusement, vous risquez de passer à côté de plusieurs choses. Donc, j'offre cette formation-là et je voudrais aussi ouvrir un peu ma formation aux étudiants, surtout pour la rédaction de leurs lettres explicatives, parce qu'il y a des étudiants aussi qui ont eu des problèmes l'année dernière par rapport à la rédaction des lettres explicatives pour accompagner leur dossier. Comment justifier les fonds dans leur compte bancaire, comment justifier leur caution bancaire et aussi comment bien présenter les raisons pour lesquelles ils pourraient absolument retourner dans leur pays d'origine après leurs études. Parce que voilà les points focaux, voilà les éléments sur lesquels les étudiants internationaux sont souvent bloqués ou coincés par IRCC. On va toujours demander de démontrer que vous êtes capable de rentrer dans votre pays une fois que vous avez fini vos études, ou alors de démontrer que vous avez les fonds suffisants. Et si vous n'avez pas les éléments convaincants, malheureusement, ça ne passe pas. Donc, j'ai voulu faire aussi une extension à ce niveau-là pour aider les étudiants internationaux. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer ou bien nous allons produire cette vidéo pour répondre à vos questions. Les questions sont nombreuses, hein? J'ai sélectionné 10 rapidement comme ça sur certains sujets, les études, les allocations familiales, un peu aussi, je vais voir ça. Voilà. Pourquoi immigrer avec la famille en 2024? Il y a quelques questions qui m'ont été posées. Il y a aussi des questions sur l'asile politique au Canada. Pour cette fois-ci, je n'ai pas touché cette question-là sur l'asile, mais je pense que dans les prochaines vidéos, je vais le faire parce que sinon la vidéo va être tellement longue. Donc, sans plus tarder, je vais aller rapidement dans le vif du sujet pour répondre aux différentes questions. Et laissez-moi vous dire que je vais lire ces questions-là parce que je ne les ai pas dans la tête. Je vais les lire et au fur et à mesure, et je vais vous donner des éléments de réponse avec des éléments factuels sur le Canada. Et je vais aussi rajouter un grain de mon vécu, un grain de ce que moi-même j'ai reçu ou bien
moi-même je vis au Canada. Parce que parler du Canada, ce n'est pas juste aller sur le site du gouvernement et se mettre à lire, mais il faut démontrer les réalités au quotidien au Canada. C'est ça qui est important, surtout pour ceux qui souhaiteraient arriver ici. Et même pour ceux qui sont déjà arrivés au Canada, mais qui ne connaissent pas certaines informations sur le Canada, je pense que ces réponses vont vraiment vous aider à mieux cheminer au Canada. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est au niveau des études. Donc, je vous ai dit que je suis en train de lire. Je lis comme ça sur mon ordinateur. La première question qui m'a été posée. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien chez vous. J'aimerais savoir, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour la caution bancaire, y a-t-il quelque chose à faire ou bien y a-t-il autre moyen peut-être pour justifier la caution bancaire? Je pense ici c'est dans le cadre des études au Canada. Donc, mon abonné souhaiterait savoir si la caution est insuffisante. Est-ce qu'il y a d'autres voies de contournement? Et je voudrais dire ici que la caution bancaire requise par IRCC est le montant d'argent que IRCC aimerait voir dans vos comptes d'étudiants. Ce montant d'argent est un justificatif de ce que vous êtes capable de payer votre scolarité comme il faut, au moins pour la première année, de savoir que vous pouvez vous prendre en charge, de subvenir à vos besoins, payer votre loyer, payer votre transport. Et si ce montant d'argent n'est pas suffisant, au moins pour couvrir vos besoins la première année, vraiment ce sera difficile à IRCC de vous délivrer un permis d'études. D'accord? Il n'y a pas de voie de contournement, malheureusement. Donc, selon le type d'études que vous voulez faire, le montant pour la première année doit s'accompagner des fonds de subsistance. D'accord? Et ces fonds de subsistance-là sont calculés également sur une base annuelle. Et c'est un montant d'argent qui vous permet de vivre de façon décente au Canada. All right? Oui, c'est un montant d'argent qui vous permet de vivre de façon décente au Canada. Et comment est-ce que vous pouvez prouver ces fonds-là? Vous pouvez prouver ces fonds-là avec une lettre de votre gestionnaire de banque qui confirme qu'effectivement, vous avez ce montant d'argent dans votre compte. Vous pouvez aussi prouver par la lettre de votre garant, celui qui vous soutient financièrement pour vos études. Le garant doit rédiger une lettre qui informe IRCC du pourquoi il aimerait vous soutenir dans vos études. Et généralement, au niveau du garant, IRCC voudrait que ce soit que ce soit vous-même qui soyez comme votre garant ou alors un membre de la famille et surtout un membre proche de la famille. Parce que dans le passé, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de désagréments. Les garants venaient des banques, c'est parfois des fondés de pouvoir des banques et ainsi de suite. Et une fois arrivé au Canada, il n'y avait plus d'argent dans le compte. Maintenant, IRCC veut contourner ceci. Donc, le garant peut être vous-même qui soutenez vos études ou alors un membre proche de la famille. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère ou un grand frère, un oncle, un ami, quelqu'un proche de la famille de toutes les façons et qui est reconnu par IRCC. Donc, quelqu'un qui est traçable dans votre lignée en fait. D'accord? Alors, quand cette personne fournit sa lettre explicative de pourquoi il souhaiterait être garant, la personne aussi doit dire la source de provenance de son fonds. OK? Parce qu'on essaye d'éviter le blanchiment d'argent. On veut éviter le blanchiment d'argent. D'où lui proviennent ces fonds-là. All right? Donc, c'est ça. En plus de la caution bancaire, un autre moyen aussi qu'on pourrait utiliser pour compléter ou bien pour soutenir notre caution bancaire, si vous avez un titre foncier à votre nom, c'est également un élément confortable que vous pouvez mettre dans votre dossier
ou bien si votre garant, votre papa, votre maman a un titre foncier à son nom qui n'est pas en gage, parce que si c'est en gage quelque part, ça ne tient pas la route, on ne pourra pas l'utiliser. Il faudra que ce soit un titre libre de tout engagement. D'accord? Alright? Il y a aussi, on peut aussi ajouter les traites bancaires. D'accord? Donc, si votre garant aussi a d'autres traites bancaires, ce serait bien. Ou alors, d'autres titres de propriété. Peut-être que je n'ai pas mentionné ici. S'il y a un titre de propriété, ou bien s'il y a autre caution, ou bien un autre moyen de justifier de votre caution, un autre moyen de soutenir votre caution, vous pouvez, si vous avez aussi d'autres informations par rapport à comment soutenir une caution financière, vous pouvez nous laisser cela en commentaire ici. Ça va aider vraiment nos étudiants qui ont du mal à justifier leurs frais de subsistance ou bien leurs frais de scolarité ou bien leur caution bancaire. Non, mais pour moi, je pense que voilà les éléments clés qui pourront vous permettre absolument de présenter votre caution. Et il n'y a pas, vous ne pouvez pas donner l'argent à moitié. L'argent à moitié ne passe pas. Ou bien l'argent incomplet ne passe pas. Si la somme d'argent exigée par IRCC n'est pas fournie, malheureusement, ça ne passera pas. Il faut déjà que cette somme d'argent soit là et garantie et que cette somme d'argent-là soit à votre disposition au moment où vous arrivez au Canada, sinon IRCC n'acceptera pas. En plus de cela, maintenant, vous pouvez soutenir avec les autres éléments que nous avons mentionnés, dont les traites bancaires, les titres de propriété, etc. J'espère que cette première question a été répondue comme il le faut. Sinon, laissez-moi les commentaires. Deuxième question. Toujours parlant des études, parce que le Québec a fait les choux gras récemment en nous informant comme ça qu'ils allaient gonfler le montant des frais de scolarité ou bien des frais de subsistance, surtout des frais de subsistance pour les étudiants internationaux. Et il y a eu quand même quelques réactions. Donc, quelqu'un dit ici, franchement, ils n'ont pas honte. J'avais déjà entendu parler de cette histoire, mais je pensais qu'ils n'étaient pas sérieux. Et ce qui me gêne, c'est que j'habite au Québec. Ça me gêne parce qu'il habite au Québec. Mais ça ne devrait pas te gêner, mon abonné, ça ne devrait pas te gêner. Et le gouvernement ne prend pas aussi cette résolution-là au hasard. C'est tenant compte aussi, on peut dire, tenant compte de la vie chère au Canada en ce moment. Alors, l'étudiant qui arrive doit se préparer à payer, par exemple, un loyer élevé en ce moment au Canada. Et laissez-moi vous dire donc que les frais de subsistance, le montant des frais de subsistance a sévèrement augmenté. Donc, on parle ici, par exemple, de... C'est passé... Oui. Donc, le montant des frais de subsistance, par exemple, est passé de 10 000 $ à peu près 20 635 $ par année. Oui. De 10 000 $ à peu près 20 635 $. Et donc, cette information a été prise dans la publication du 8 décembre 2023 de Radio-Canada, qui essayait aussi de s'interroger ou bien de se pencher sur le sujet parce que c'est un sujet quand même qui a fait pas mal de bruit au Québec. Et les gens se demandent si les étudiants internationaux pourront en même temps soutenir leurs frais de scolarité et aussi soutenir leurs frais de subsistance. Parce qu'on trouvait quand même que le montant était élevé. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui se sont prononcées là-dessus. Et il y en a qui ont dit que ceci pourrait diminuer le nombre d'étudiants internationaux au Québec et même au Canada dans les prochaines années parce qu'on voyait difficilement les étudiants internationaux payer un tel montant, que c'est assez élevé. Et aussi, certains ont dit, certains experts ou bien certains responsables d'université
On dit que à peu près 45% des étudiants qui fréquentent leurs établissements sont des étudiants internationaux. Donc, en augmentant ces prix-là, cela pourrait les handicaper d'une certaine façon financièrement parce que ce sera un gros manque à gagner pour les établissements scolaires au Québec ou bien au Canada. Donc, le gouvernement devrait s'asseoir et repenser le sujet et voir dans quelle mesure aménager les étudiants internationaux. Mais pour les autres, pour certaines autres personnes, ce n'est que normal que le gouvernement le fasse. Pourquoi? Parce que avec la vie chère, si l'étudiant en arrivant au Canada n'est pas informé du fait que tout est cher au Canada, la nourriture coûte cher, le logement coûte cher, le chauffage coûte cher, le transport coûte cher et les études aussi, ben, ils vont à un moment donné se retrouver dans la rue. Parce que ce qui se passe, c'est que dans le passé, on a observé qu'il y a les étudiants qui arrivent avec le peu de moyens qu'ils ont, avec l'espoir de travailler 40 heures pour pouvoir payer leurs études pour les années à venir. Peut-être les garants payent la première année et les années subséquentes sont supportées par eux-mêmes. Or, le gouvernement est allé même réduire le nombre d'heures de travail en 2024 pour les étudiants internationaux. Donc, c'est passé de 40 heures à 20 heures. Donc, avec cette vie chère, comment est-ce que les étudiants pourront subvenir à leurs besoins, aller aux études, subvenir à leurs besoins et vivre une vie normale au Canada? Donc, c'est le lieu pour le gouvernement d'informer tout de suite tous ceux et celles qui aimeraient venir étudier au Canada que les montants ont changé. Il faut arriver avec assez d'argent pour vivre de façon décente au Canada. Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau des études. Cette hausse financière, que nous disons malheureuse, vise aussi à protéger le gouvernement, vise à protéger l'étudiant qui arrive. Parce que si demain, l'étudiant n'est pas capable de subvenir à ses besoins et se retrouve dans la rue, ce sera la charge du gouvernement. Alors, pour éviter cela, on met la barrière financière tout de suite et celui qui est capable de traverser cette barrière-là pourra étudier au Canada. Voilà.